Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents Symboles. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Elsa, docteur en égyptologie, égyptologue de formation. Elle a soutenu sa thèse en 2016 et on va le voir aujourd'hui, ses domaines d'expertise concernent le nœud d'Isis et le pilier Ged. On va y revenir. Ce sont deux symboles très très importants dans la civilisation et pour la civilisation égyptienne. Et d'ailleurs, Elsa n'est pas la première égyptologue que j'interviewe. Je vous renvoie sur l'épisode sur Anubis et le bestiaire égyptien qu'on a fait avec Laurie Madio, qui est d'ailleurs issue de la même université, la même formation à l'Université de Montpellier. Alors, je vais laisser Elsa se présenter brièvement, mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'elle est enseignante à son compte et créatrice de bijoux inspirés de l'Égypte dans une petite boutique très sympathique à Montpellier. Elle fait aussi beaucoup de vulgarisation scientifique autour de l'Égypte et de l'histoire de l'art. Est-ce que Elsa, merci encore d'être là, de nous partager ton expertise. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour te présenter déjà, avant de nous expliquer un petit peu ce que sont le nudisme et le pilier jet? Ben merci beaucoup à toi déjà Léa de m'accueillir et d'enregistrer ce podcast. Merci pour ta présentation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Je vais peut-être, plus, reprendre ma formation universitaire puisqu'on parle, de mes sujets de mémoire et de thèse. Donc j'ai fait, il y a longtemps déjà maintenant, une licence, histoire de l'art archéologie, pendant laquelle je me suis spécialisée en épigraphie égyptienne. Et à la suite, de laquelle licence, j'ai fait un, mémoire, un master d'égyptologie en 2 ans et une thèse ensuite, de 3 ans, 4 ans en tout, d'égyptologie. Donc il y a une vraie spécialisation sur ce thème de l'Égypte ancienne et oui, depuis effectivement, bon parce que c'est un autre sujet, mais c'est assez compliqué de trouver du travail dans la recherche, mais c'est un sujet qui est important aussi d'aborder. Hem Et donc, j'ai créé mon auto-entreprise après la thèse, où je suis devenue enseignante en matière littéraire, scolaire et en vulgarisation scientifique sur l'Égypte et l'histoire de l'art. Et depuis quelque temps, je suis créatrice de bijoux inspirés d'Égypte ancienne et du coup, gérante d'une, boutique de créateurs à Montpellier, effectivement. Merci pour les ajouts. Heu, Ma question est, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à ce sujet finalement très précis? Et si c'est du pilier GED, et quelle est ta relation peut-être au symbole? Puisque ici on est sur un podcast qui parle de symbolique. Comment tu as abordé tout ça et comment tu l'as inclus à ton travail? Comment tu as appris à travailler avec? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à tout ça? Et est-ce que ça a peut-être aussi changé ta vision des symboles, en fait, tout simplement? Oui, très bonne question. Alors, je suis venue au sujet sur le nœud d'Isis de manière un peu fortuite. En tout cas, je voulais travailler sur la religion égyptienne, donc j'étais en master, on est quand même jeune, on connaît pas encore grand-chose, on débute, hein, c'est les balbutiements des études en égyptologie et en tout cas, voilà, il y avait vraiment un souhait de travailler sur la religion égyptienne, sans trop savoir exactement sur quoi et il y avait une liste de sujets qui était proposée, voilà, par les enseignants et j'avais été attirée par ce sujet. C'était écrit nœud d'Isis, donc bien sûr, j'avais quand même reconnu le nom de la déesse, égyptienne Isis, donc je me suis dit: «Bon, ça m'attire, j'y vais», je réfléchis pas trop et bah, finalement, c'est un sujet qui m'a passionnée et dans lequel, je me suis, enfin, j'ai trouvé en tout cas tout ce que je cherchais dans les études égyptologiques, donc un sujet quand même, très axé sur la religion. Effectivement, j'ai découvert, bah, tout cet aspect symbolique que je connaissais pas, en fait, donc j'avais fait quand même l'épigraphie égyptienne qui nous permet d'aborder le système hiéroglyphique et là, ça sort un petit peu du cadre, on en reparlera peut-être tout à l'heure et après oui, je pense que j'avais quand même une sensibilité pour, et c'est bien tombé, sur tout ce registre, symbolique et j'étais passionnée aussi par l'histoire de l'art avant, bah, de faire de l'égyptologie. On étudie aussi quand même, hein, quand on analyse les tableaux et cetera, en histoire de l'art, il y a quand même tout ce registre, que tu connais bien, Léa, d'analyse des tableaux et cetera et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Dans cet aspect, oui, symbolique, bon, en tout cas, oui, j'ai découvert quand même tout un univers que je méconnaissais et toute une méthodologie aussi de travail et cetera, qui qui ensuite s'est construite petit à petit, quoi. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de,
l'aspect analogique, de la pensée égyptienne, notamment par rapport, aux symboles, en fait, qui sont très présents, par rapport aux hiéroglyphes. Est-ce que tu pourrais peut-être, nous en part, sur, qu'est-ce que cette civilisation, elle a de particulier par rapport aux symboles que peut-être d'autres n'ont pas? Heu Oui, et toi, par exemple, est-ce que ça a été une source, de challenge ou enfin, voilà, comment tu pourrais nous expliquer tout ça? oui, il y a plusieurs questions en une. Essayer de répondre un peu à plusieurs choses. Heu, c'est vrai que la civilisation pharaonique a particulièrement produit, peut-être par rapport à d'autres cultures, un rapport, symbolique, dans le mode de représentation parce que, en fait, tout est sacralisé en Égypte antique et donc on a besoin finalement de signes et de symboles pour venir incarner, par l'image, tout un registre de pensées, de concepts, qui, bah, ne sont pas que des éléments tangibles. Donc ça après c'est tout un lien avec, les croyances, et notamment funéraires, parce que c'est très présent quand même en Égypte ancienne et donc on a besoin de matérialiser des concepts qui sont pas, dans le monde réel, qui appartiennent au monde divin et cetera. Donc quand on est dans des civilisations comme, l'Égypte antique qui a produit énormément en termes de religion et cetera et dont enfin la religion, c'est le cœur en fait de la pensée, égyptienne, telle qu'en tout cas on la retrouve, dans les monuments, rituels et funéraires et cetera. Donc c'est central et après par rapport à la pensée analogique effectivement, mais ça peut-être on y reviendra, en parlant des symboles. La pensée des Égyptiens anciens est une pensée analogique, c'est que donc tout est mis en correspondance, le microcosme, le macrocosme, la cosmogonie, dans les mythes, dans les rituels, la naissance, la renaissance, tout est mis en résonance et en fait, c'est ce qu'on va retrouver, aussi dans l'étude, de ces symboles-là. Oui, donc il y a une vraie un vrai monde, en fait. En fait, il y a un vrai monde dans le monde égyptien. C'est comme s'il y avait un inframonde, dans lequel on pouvait lire, mais avec lequel il faut avoir les bonnes lunettes parce que c'est assez dévoyé, j'ai l'impression aussi, toutes ces façons d'y accéder. Oui, Donc, c'est oui, c'est pour ça que c'est ça beaucoup de t'avoir ici. ça rend complexe aussi l'étude de ces signes et en plus avec ces couches, effectivement qui se sont de vulgarisation scientifique qui parfois, d'autant plus sur ce genre de symbole vient un peu interférer. C'est justement là où j'ai envie, moi, de faire un point sur, la façon dont se construisent, les symboles. On en a déjà parlé, enfin moi, à plusieurs reprises sur le podcast et même à d'autres endroits, sur, comment un symbole se construit, comment il évolue et évidemment, comme tu viens de le dire, c'est vraiment une histoire de strates de sens qui se superposent et qui se nuancent les unes les autres. Il y a pas un seul, il y a pas une seule façon de le lire. Ça, c'est vraiment le gros principe de la sémiologie pour moi et donc voilà ce que j'ai appris en faisant mes mémoires sur, du coup, le nudisme et du coup un tout petit peu de Piaget Mmh. aussi. C'est, on voit très clairement comment ça se construit, comment les strates de sens, elles se font le relais les unes des autres et en fait, on comprend très clairement la logique de sens. Donc c'est à ça qu'on va essayer de vous introduire Oui. là aujourd'hui, Mmh. sur les nudistes notamment. Ouais, pourquoi et comment on peut accéder à l'essence symbolique en fait de cet item-là. Donc, heu, rentrons dans le vif du sujet sans plus attendre. Heu, Quand on observe le graphisme du devis, donc on essaiera de mettre une photo ici. Peut-être que tu as une même tu pourrais montrer, tu penses? Ou peut-être après alors parce que À la fin? ouais, Ouais. ouais. Donc quand on regarde ce symbole-là, et bien, si on va chercher au fond du fond de, la recherche, on réalise, d'après ce que j'ai compris en te lisant, que, les chercheurs hésitent en fait sur ce qu'ils représentent à l'origine. Donc ma question pour toi qui, baigne là-dedans, c'est est-ce qu'on sait répondre à cette question? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a différentes hypothèses et aussi toi, est-ce que dans ton travail, tu as une hypothèse que tu as privilégiée et pourquoi? Et oui, c'est une question très complexe, l'origine, de ces symboles et à mon sens, c'est justement ce qui a un peu freiné leur étude. Donc il faut savoir que c'est des symboles qui ont été très peu, étudiés d'abord. Il y a eu des études très ponctuelles, mais il y a pas eu d'études globales, avec, un regroupement de la documentation, une analyse vraiment sur,
l'entièreté de la civilisation pharaonique et cetera. Donc voilà, déjà ça c'était un travail énorme en soi déjà et sur la question des symboles, enfin de l'origine de ces symboles, c'est, pour à mon sens, on n'y répondra jamais. Il y a différentes hypothèses donc qui ont déjà été établies bien avant, que je travaille là-dessus bien sûr, hein. Quand même des égyptologues qui ont essayé de qui ont tenté de répondre à cette question. Donc pour le Nodizis en tout cas, l'hypothèse on va dire, qui principale, c'est que c'est quand même un nœud de tissu, un nœud en tout cas, bon fait à partir d'éléments végétaux, de fibres et cetera, mais dont on ne connaît peut-être pas, l'origine, de la fonction. Donc il y a 3 hypothèses principales en tout cas, plus globalement. C'est un nœud relié à l'architecture d'anciennes colonnes, végétales, faites à partir de différents végétaux qu'on liait, avec des cordelettes, des nœuds. Donc ça, c'est quelque chose, enfin, dont on connaît, enfin, il y a une réalité usuelle en Égypte ancienne. Et donc ça permettrait de faire le lien avec le pilier Djed, Mmh. qui est une colonne certainement, ancienne, donc on ne connaît pas non plus exactement l'origine, mais une colonne végétale, quand même très assez vraisemblablement, utilisée peut-être dans l'architecture et ou dans des rites aussi, notamment liés, à la fonction royale, d'érection du pilier Djed, voilà, des époques quand même assez anciennes. Donc ça, on a de la documentation là-dessus. Donc le nœud d'Isis, voilà, soit ça peut être un nœud rattaché au domaine, architectural, végétal, soit un nœud lié, en lien avec, les vêtements, tout ça. Donc il y a des hypothèses qui ont été aussi fournies, autour du nœud, peut-être, de ceinture, de l'étui, pénien. Il y a quand même toute une hypothèse aussi autour de ça. Puisqu'on le verra, c'est aussi associé à la procréation, à la protection aussi de la maternité et cetera. Et la dernière, partie, ça peut être, tout un rapport avec, des aspects plus physiologiques. Donc le sang dont on verra, on en reparlera aussi après, mais un sang qui a une vertu aussi de nœud dans le corps, un nœud qui vient fixer, un sang qui vient fixer, nouer, et du coup qui rattache aussi à toute la problématique, de l'utilisation des nœuds dans les pratiques médico-magiques. Ça, on en a, beaucoup dans la documentation, on retrouve, mais pas le nœudisme en soi, hein, mais l'utilisation des nœuds dans des pratiques médico-magiques. OK. Donc il y a 3 grands axes, on va dire: médical, architectural, végétal et tissu, vêtements et cetera. Et d'ailleurs et toi laquelle, est-ce que les 3 te semblent à égal, Oui, c'est toute la complexité, quoi. C'est ce que je dis souvent, on tire une ficelle, on a l'impression qu'on a la réponse, on tire l'autre ficelle, ça paraît tout aussi cohérent et la troisième ficelle aussi. Hem, donc il y a des choses qui se sont juxtaposées les unes aux autres justement par principe analogique, dans ce qui est tout à fait cohérent avec la pensée égyptienne. Les choses se juxtaposent et ne se contredisent pas, en fait, dans la pensée égyptienne. C'est ce qui rend aussi compliqué, en fait, cette étude. Et du coup, j'ai un petit peu du mal à privilégier une hypothèse, ouais, c'est compliqué. et parce que quand tu m'as fait, quand tu m'as expliqué là, de cette histoire d'érection, de piliers et cetera, moi ça m'a fait penser à un autre symbole très important pour moi, parce que c'est mon logo, Ouais, c'est le Thyrse et je t'en ai parlé, je oui, t'avais je montré, connaissais pas, ouais. c'est l'attribut de Bacchus Ouais. ou Dionysos. En fait, c'est un bâton, donc un principe d'érection aussi, Mmh. avec une pomme de pin pour en haut Ouais, et des rubans qu'on vient, ouais. enrouler autour et selon certaines hypothèses, il s'agit de la représentation des 2 principes, hein, masculin et féminin, des 2 Oui, polarités. donc c'est hyper intéressant. Donc Effectivement, on est quand même dans le même ordre d'idées, oui. voilà, c'est pour Ouais. ça, ça m'a fait penser à ça et justement, tu m'as partagé quelque chose aussi tout à l'heure en disant que bon, voilà, il y a toutes ces hypothèses et puis il y a surtout cette espèce de voie sans issue, on n'arrive pas trop à en privilégier une et tu m'as dit qu'en fait les égyptologues, ils avaient un peu lâché le sujet, quoi. Mmh. Oui, enfin lâcher le sujet, mais c'est-à-dire que, bon, il y a quand même encore des publications et tout ça, mais c'est au-delà de le lâcher, c'est que, en fait, ça a bloqué, les recherches sur ce genre de signes, de symboles. C'est-à-dire que parce que cette, réponse, est un peu abscons autour de l'origine, on s'est un peu heurté en disant: «Bah, de toute façon, on résoudra jamais ce problème», donc effectivement, on met un petit peu de côté. Alors que
ça reste quand même des sujets très passionnants et il y a une documentation très riche qu'il faut quand même traiter, analyser, Mmh. heu et en fait, on peut du coup avoir certaines réponses sans forcément faire un focus uniquement sur les origines et s'intéresser aussi, bah, à leur fonction, à quoi ils servaient concrètement, comment est-ce qu'ils étaient représentés, quel lien on peut faire avec, voilà, les environnements dans lesquels ils étaient aussi représentés. Il y a énormément de travail en fait à faire là-dessus, au-delà de cette question des origines qui finalement, à mon avis, doit être dépassée justement. Ouais, merci, merci pour ça. Donc là, si on rentre encore un petit peu plus dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on aille, dans, du coup, la compréhension étape par étape, heu, mmh, de ce symbole et donc, bah, dans l'ordre chronologique de ton mémoire, eh bien, d'abord, on réalise quelque chose, c'est que, ce serait lié à une, déesse féminine égyptienne dont moi je n'avais jamais entendu parler, donc merci pour ça, qui s'appelle Bat, Ouais. qui serait en fait une forme un peu, archétypale ou, Mmh. antérieure à ces autres formes plus connues que sont Hathor et Isis. Est-ce que déjà tu pourrais peut-être, pour ceux qui ne connaissent, ni Bat, ni Hathor, ni Isis, nous les définir, nous en dire plus sur chacune d'elles, par exemple? Ouais. Bah, ça fait partie des sujets, donc tu vois, tu en parles en disant que tu n'as jamais entendu parler de Bath, ça fait partie il y a plein de sujets comme ça, en fait, hein, en égyptologie qui sont méconnus du grand public. On a tendance, bah, dans la vulgarisation à beaucoup réduire, à beaucoup simplifier et c'est vrai que nous, quand on est de l'autre côté, quand tu étudies, on se dit: «Mais enfin, c'est dingue, en fait, tout ce qu'il y a encore à connaître et tout ce que les gens ne connaissent pas, quoi». Et donc, Bat, c'est l'ancêtre effectivement de la déesse Hathor, au départ. C'est une déesse vache. C'est un fond prédynastique. En fait, il y a énormément de divinités comme ça qui ont disparu parce qu'elles ont été absorbées par des divinités ensuite dans le cours de l'histoire égyptienne. Il y a ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Égypte ancienne, c'est, un peu plus de 3 000 ans d'histoire. 3 000 ans d'histoire, bon, il y a une stabilité quand même dans la pensée égyptienne, mais il y a aussi beaucoup d'évolution, hein. Si en rapport, on prend 3 000 ans d'histoire à la période, moderne, enfin, ouais, on se rend un peu plus compte de ce que ça représente. Donc le fond prédynastique avant, donc les dynasties, l'Ancien Empire, les pyramides, il y a eu certainement plusieurs siècles déjà d'évolution de la mise en place, du système hiéroglyphique, d'images, donc il y a un ancien fond quand même, avant la mise en place des grandes divinités qu'on connaît maintenant, un peu plus et cetera. Donc Bat, c'est une ancienne déesse, une déesse vache qui est associée donc à la voûte céleste, à l'espace céleste. Donc l'espace céleste en Égypte ancienne, il est féminin. Le ciel se dit, Pet en Égypte ancien, c'est un mot féminin et la déesse, la grande déesse du ciel, c'est Nut. Donc c'est un espace, féminin, l'espace céleste. Donc les déesses vaches en fait, viennent certainement d'un fond prédynastique, de culte certainement très ancien lié aux animaux, aux végétaux et cetera. Donc Bat, c'est pardon, un visage de vache avec des cornes qui s'enroulent au-dessus de sa tête et parfois dans certaines représentations, on a des étoiles autour de cette, vache, céleste et donc Hathor a ensuite absorbé l'iconographie de la déesse Bat au Moyen Empire et Hathor, a la même iconographie en fait que la déesse Bat. C'est une déesse vache, une déesse céleste aussi et il se trouve que très tôt dans l'histoire de l'Égypte ancienne, la déesse Bat est représentée avec un corps qui, ressemble, si ce n'est est, le nœud d'Isis. Mmh. Donc il y a un rapprochement très tôt de ces 2 déesses. Puis, le nœud d'Isis, du coup, connaît une évolution, solitaire, j'ai envie de dire, mais reste connecté, du coup, aux grandes déesses du panthéon égyptien. Donc ensuite, c'est Hathor, Moyen Empire et ensuite, c'est Isis qui va absorber et la mythologie osirienne plus globalement, qui va absorber, d'autres, mythes et d'autres divinités, dont Hathor. Et est-ce que tu pourrais nous dire à peu près quels sont les rôles d'utilisateur dans le panthéon égyptien? Bah, alors, de toute façon, les grandes déesses égyptiennes ont globalement des fonctions communes, hein. C'est les grandes déesses, de la naissance, de la renaissance, donc protection, bah, elles ont beaucoup de rôles dans la protection du défunt, du devenir posthume et bah, ce sont souvent, voilà, des espaces un peu matriciels, espaces célestes, espaces cosmiques,
dans lequel vont, se mouvoir les astres. C'est très important aussi dans la pensée de la Renaissance, posthume et cetera. On s'associe, au parcours du soleil, c'est, les mythes autour de la lune aussi. Toutes ces déesses représentent aussi, le cycle lunaire, notamment Hathor, tout un aspect autour de ça, dans sa frontalité aussi, dans le fait qu'elle soit représentée de face, heu et tout un lien avec la mythologie lunaire, mais c'est assez complexe en fait, en arrière-plan. Il faut pas oublier qu'il y a des textes, beaucoup de textes qui éclairent la mythologie et l'iconographie. On regarde pas juste des images et on essaye pas juste d'analyser des images. Il y a des textes très complexes d'ailleurs, souvent en arrière-plan. Et juste, on essaye d'analyser les images, on se rend compte que, ces déesses-là, elles ont une particularité, c'est que, elles sont représentées différemment, dans une espèce enfin dans une espèce, dans une frontalité qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne connaît pas beaucoup puisque l'art égyptien, est plutôt, représenté, de profil, de profil. Ouais, donc et Mmh. comment on peut expliquer que, on ait fait un choix comme ça pour ces déesses-là? Et est-ce que, au fait, c'est un choix symbolique? Est-ce qu'on peut, le Oui, relier à une forme de symbolique? bah, de toute façon, bon, tout ce qui est représenté en Égypte ancienne, tout ce qui est iconographie et cetera, présente déjà plusieurs niveaux de lecture, ça a toujours un sens très précis, quoi, hein. On décide jamais quelque chose même quelque part les hiéroglyphes ont aussi, plusieurs, significations. Enfin voilà, c'est assez complexe, mais c'est les représentations ne sont jamais anodines et donc effectivement, la majorité des représentations sont de profil. On appelle du coup le mode de représentation en Égypte ancienne, un mode c'est l'aspectivité. C'est qu'en fait, on cherche à représenter le maximum d'aspects et pas forcément du coup, ni la réalité, ni quelque chose qui pour nous, dans notre esprit occidental, paraît être la meilleure des façons. Ah, c'est une notion très intéressante. Ouais. Pour les Égyptiens anciens, c'est la meilleure manière. Donc en fait, si vous regardez les personnages, ils sont pas complètement de profil d'ailleurs. Ils ont le buste de face, le visage de profil, l'œil est de face, Mmh, je crois il y a une main où les mains sont de face et donc pour eux, c'est la manière de représenter le plus d'aspects possible. Par exemple, là, en l'occurrence, du corps humain mmh, et donc dans ce système dit de l'aspectivité, donc par exemple, pour représenter, hem, la perspective, donc c'est le contraire de la perspective, l'aspective. Pour représenter la perspective, on va représenter les choses les unes sur les autres. Quand les choses sont dans la verticalité, c'est une manière de représenter les choses en perspective. Il faut les imaginer les choses les unes derrière les autres. Donc voilà, des fois, quand on regarde mieux, les images égyptiennes, on ça permet de refaire une lecture, quoi. mmh, Donc il y a ça et donc en dehors de cette aspectivité, il y a et de la représentation de profil surtout, il y a quelques exemples qui dérogent à cette règle. Donc je ne vais pas tous les citer, mais entre autres, il y a la représentation du coup de, quelque chose qu'on pourrait, rapprocher d'un espace, voilà matriciel, d'un es mmh, d'une en quelque chose d'enveloppant, de l'enveloppe maternelle qui va être représenté dans une frontalité. En l'occurrence, Bat, puis Hathor, qui va rester vraiment la déesse de la frontalité, jusqu'à la fin de l'Égypte pharaonique. Alors qu'Isis et Nephthys ne le sont pas et on va avoir, le soleil qui va être considéré du coup comme dans un face à face, surtout dans tout ce qui va, avoir, rapport avec la, Renaissance posthume. Hem, donc on va trouver quelques représentations du dieu solaire Ré de manière frontale. C'est très ponctuel, mais ça existe. Osiris aussi, parce qu'il peut avoir un côté comme ça aussi, matriciel, le dieu Osiris, même s'il est masculin, il a une portée très féminine aussi, en fait, le dieu Osiris. Il y a l'aspect androgyne qu'on va retrouver chez beaucoup de divinités aussi. Ça, c'est un autre sujet. mmh, Et la frontalité va servir aussi à représenter, par exemple, le danger. Dans une scène avec, par exemple, des prisonniers et cetera, le prisonnier peut être représenté tout à coup de manière frontale. C'est une manière aussi dans l'iconographie, d'amener, comment dire? L'exception quoi. mmh, Enfin quelque chose qui dénote à, à la à l'harmonie, mmh, hein. Il y a tout un rapport aussi à ça en Égypte ancienne. Hem, donc les prisonniers, quand on veut donner du mouvement dans une scène, tout à coup, il y a un personnage qui peut avoir,
un aspect frontal. Et puis il va y avoir le dieu Bès aussi, qui est un dieu nain, mais qui est quand même aussi associé à la maternité justement, à la protection féminine et cetera. Donc voilà, on retrouve en tout cas cette thématique de la frontalité chez les déesses, heu, comme espace, utérin, ciel, espace, céleste aussi. OK. C'est déjà, un peu plus clair et justement si on continue à aller un peu dans cette exploration-là, tu définis un peu plus loin dans ton mémoire que, Ith, donc le mot d'Isis, le mot égyptien Ouais, qui le vaut Tite. Oui, pour ça. oui, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, Oui, je crois, ouais. voilà Mmh. donc ce terme-là, eh bien, il est comme l'incarnation du prototype féminin donc sur base d'Isiaque, donc ce que tu viens Oui, de dire, par le même hem ouais, et que du coup, quelque part, on pourrait exprimer que ce symbole-là renverrait directement au corps, de déesse, oui, et là, du coup, on entrerait, pour être un petit peu dans le jargon, dans une anthropomorphisation du signe oui. où en fait, ce signe-là vient représenter quelque chose, Mmh. de l'ordre, du corps. Est-ce que tu voudrais nous éclairer un petit peu là-dessus? Est-ce que ça voudrait dire que ça a directement une portée magique puisque ce symbole-là se rapporte au céleste, au divin? Mmh. Comment toi tu l'as reçu quand tu as fait ces recherches-là? Oui, c'est pareil, là, tu dis des choses très pertinentes. Il y a plusieurs questions en une aussi. Hem, donc d'abord, donc l'anthropomorphisation, elle s'est faite, via le prototype, donc de la déesse Bat, qui était représentée à corps de C'est le Tite. début. Voilà. Mmh. Qu'ensuite on va retrouver Hathor à corps de Tite, mais beaucoup moins, bizarrement. Hem, on va retrouver des objets comme les miroirs et cetera, à portée hathorique, qui parfois, voilà, prennent un petit peu l'apparence d'une Odysseus. C'est surtout vraiment la déesse Isis qui va être, à partir du Nouvel Empire, vraiment liée directement en Odysseus et surtout dans des textes, donc ça va être très important et on va avoir ces images effectivement de grands nœuds d'Isis parfois qui forment le corps de la déesse. Moi, ça m'avait passionné ce sujet. On va retrouver Nephthys qui est la sœur d'Isis et donc le pendant, elle protège en fait, Osiris, donc des fois on retrouve Isis et Nephthys à corps de Tite entourant le pilier de jade qui représente Osiris et on va retrouver la déesse Nout aussi, bah, pareil qui est parfois une déesse aussi de la frontalité. C'est extraordinaire d'ailleurs, c'est dans les décors des cercueils de la 3e période intermédiaire, c'est après le Nouvel Empire. Bien sûr les modes, changent un petit peu quand même au fil du temps et là, en fait, on va décorer entièrement les cercueils, à la place de décorer les tombes. Et on va retrouver une iconographie, très riche, voilà, à cette période. Et on retrouve notamment dans ce cercueil de la 3e période intermédiaire, la déesse Nut à l'intérieur donc du cercueil, sur, la paroi supérieure, donc dans un face à face avec le défunt, une grande déesse Nut à corps de nœud d'Isis qui représente le ciel, en fait. Mmh. La déesse Nut, c'est le ciel, mais avec des grands corps de nœud d'Isis, donc c'est incroyable comme représentation. C'est ça. Et je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions du Si, si, oui, globalement, oui. Cette histoire de corps physique, vraiment, c'est vrai que c'est passionnant. Je crois qu'on pourrait vraiment y passer, Oui, un grand moment. Donc tu nous as rapidement expliqué quand même, ce lien entre, la déesse bovidée et donc les cornes enroulées et oui, cette ça similitude part en de fait, là, ouais, ouais. qui Mmh. pourrait, venir nous expliquer un peu la géométrie en tout cas du symbole. Ouais, Tu viens aussi nous parler du lien avec le ciel, comment finalement un simple nœud va progressivement pouvoir être un genre de pilier cosmique. oui, Heu et ça me permet de faire une transition, on parle de pilier cosmique, vers, le pilier de jade dont justement auquel tu consacres en fait une partie de ton mémoire, même si, oui. heu, Mmh. au début on n'entend pas trop parler, en tout cas dans la lecture, mais après moi j'ai eu la sensation on était vraiment rentré dans l'exploration d'un principe essentiel, d'un principe duel en fait, où le médiévisme et le pilier de jade allaient se répondre. Finalement c'est très, très Mmh. intéressant, pour moi, mais en absolu, je pense, de voir comment un symbole répond à un autre symbole, comment eux, ils vont représenter cette dualité et qui tu m'as dit quoi? Donc là, j'aimerais peut-être que tu explores un peu davantage ça avec nous. Mmh. Tu m'as expliqué que cette dualité finalement, de polarité
masculine et féminine, elle était essentielle à la pensée égyptienne et qu'elle, venait nous parler d'un principe cosmogonique, en fait, hein, d'un principe de Oui, naissance. tout à fait. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors donc pour reprendre ta logique, effectivement, j'avais commencé à travailler donc en mémoire uniquement sur le DISIS, voilà, ça s'est trouvé comme ça et à travers mes recherches, je me suis bien rendu compte effectivement qu'il fonctionnait en doublon avec le pilier de Jed et que les séparer dans l'étude, bah, ça Mmh. permettait pas en fait d'aller à l'essence de ces signes et donc j'ai fait la thèse ensuite sur le nœud DISIS et le pilier de Jed. Donc finalement le podcast, suit aussi un peu, bah, quelque part, Cette progression. oui, la progression de mes recherches à l'époque. Et donc effectivement, le nudisme et puis les jets représenteraient donc les prototypes féminins et masculins à l'œuvre, donc dans les processus de naissance, de renaissance, dans la cosmogonie, donc toujours avec ces liens entre microcosme et macrocosme. Hem, la première étape, en fait, c'est la création du monde, Mmh. qui est centrale dans la pensée des Égyptiens et qu'on va retrouver dans quasiment tous les mythes et tous les rites, donc les rituels funéraires, les rituels cultuels. Le roi aussi, finalement, un peu le pendant du créateur dans la pensée égyptienne, donc il réitère continuellement par le rite la création du monde, à partir de laquelle, bah, peut, exister en fait, bah, la vie sur terre, quoi. Donc dans ce principe, cosmogonique, il y a le créateur qui est, androgyne, donc il est masculin et féminin dans la pensée des Égyptiens. Et à partir de lui, donc il s'auto-engendre, depuis, l'océan primordial, le Noun et le créateur androgyne, il va mettre au monde des couples masculin-féminin. Donc il y a Shut, Tefnut, Gebnut, la terre et le ciel, Osiris, Isis, Seth et Nephthys et cetera et cetera. Entre autres, il y a plusieurs cosmogonies, connues et donc en fait, ce principe du masculin et du féminin, il est là depuis, bah, l'origine en fait de la création du monde chez les anciens Égyptiens et c'est un principe moteur en fait, et structurant du monde et de la vie sur terre et de la vie après la mort et quelque part voilà, le nœud d'Isis et le pilier de Djed sont quand même finalement très importants, dans, l'iconographie parce qu'ils représentent et qu'ils incarnent, ces prototypes masculins et féminins qu'on va énormément du coup retrouver dans les pratiques funéraires comme, moteur de renaissance en fait. Justement, de renaissance, de naissance, Ouais. moi, ce qui m'a fortement frappé la lecture aussi de ton mémoire et je t'en ai parlé, là, juste avant notre entretien, c'est cette idée que, on associait souvent le pilier de Jed à la colonne vertébrale, et le nœud au sang et aussi dans une autre, dimension, heu, à la semence, Mmh. heu, qui donnait naissance à l'os, enfin, toute une symbolique, anatomique, en fait, Mmh. où Complexe c'est aussi. très complexe et Ouais. donc ça, moi, ça m'a vraiment fort marquée, bon, par rapport à plein de choses, heu et notamment à la transmission, en fait, à quoi on associait ces principes, ces polarités, comment elles se concrétisaient dans la matière, comment on les représentait. Mmh mh. Donc est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que je crois que c'est aussi un sujet qui t'a pas mal, intriguée Oui, pendant tes tout à recherches. fait, oui. Donc c'est un aspect parmi d'autres, effectivement, de cette polarité, le mot est bien choisi, du masculin et du féminin. Il y en a d'autres, hein, c'est toujours pareil, ces histoires de couches, de choses qui se superposent et cetera. Mais, un une, disons des ficelles de cette polarité, sur l'utilisation en tout cas du Node.js et du PyDJ et là, elle est donnée par des textes. Donc, c'est là que ça a été pour moi un avant-après quand même dans mes recherches, parce que c'est toute la complexité, c'est d'étudier du coup de l'iconographie. On n'a pas toujours des réponses quoi, c'est pas A plus B, égale, C quoi, hein. On analyse, on interprète, on émet des hypothèses. Là, ça reste une hypothèse, mais basée quand même sur des textes. Donc quand on a affaire à des textes, voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus, concrètes et parlantes. Donc dans les textes, en fait, à partir du Nouvel Empire, mais c'est quand même assez tardif dans l'histoire d'Égypte ancienne, c'est à peu près à la moitié de l'histoire, on est autour de 1500 avant Jésus-Christ. Hem, les formules du livre des morts 155 et 156 viennent expliciter l'utilisation funéraire du piéget du nœud d'Isis. Donc le nœud d'Isis est, précisé comme étant le sang de la déesse Isis et à partir de ce sang, son pouvoir magique, c'est écrit dans la formule, qui permet du coup à Horus, le fils d'Isis, de vivre et donc par cette entremise à Osiris aussi.
et dans la formule 155 du livre des morts, le pilier de jade est associé à la colonne vertébrale d'Osiris. Pris indépendamment l'une de l'autre, ces 2 formules, bon, on n'arrive pas trop en fait à en faire quelque chose. Et dans mes recherches du coup, j'ai essayé de les analyser de manière, conjointe, puisqu'il y a toute une structuration autour de l'association de ces 2 emblèmes dans l'iconographie aussi, hein. On retrouve donc des frises de nœuds 10 et de piliers de jade associés, les amulettes utilisées ensemble, et cetera, et cetera. Et hem et en fait, voilà, en cherchant autour de cette corrélation qu'il pouvait y avoir entre le sang d'Isis et la colonne vertébrale d'Osiris, ça m'a emmenée vers toute cette théorie de l'embryogenèse et notamment C'est ça. divine, donc la théorie de la procréation. Chez les anciens Égyptiens, il apparaîtrait en fait que dans leur manière de penser, les éléments blancs et durs de l'enfant, qui est en train donc d'être conçu dans le ventre de la mère, viendraient de la partie masculine, de la semence, qui se transforme en os, et du côté, féminin maternel, les chairs, de la femme, hem et donc enfin, son sang vient lier les chairs et vient donner toutes les parties molles et de l'enfant, Un en peu fait, comme de leur comme nos règles, en fait, j'imagine que voilà, il y a peut-être tout un lien aussi comme avec ça, menstruation, de ouais. de de d'une, transformation aussi du sang, le terrain, et Ouais. cetera. Donc les chairs, les parties molles viennent de la mère, les parties blanches et dures viennent du père. Et donc, bah, quand on regarde les formules du livre des morts avec la colonne vertébrale d'Osiris et le sang d'Isis, on peut pas, éloigner du coup cette théorie, de l'embryogenèse qui existe depuis, les textes des pyramides, donc depuis les hautes époques de l'Égypte ancienne. Mais justement, cette histoire de nœud dont on a parlé tout à l'heure, aussi de tissu, parmi les hypothèses, sur l'origine du nudisme, Mmh. heu, j'ai lu, hein, de mémoire qu'on trouvait dans certains papyrus des rituels qui recommandaient l'usage de tissus noués, où on Oui, retrouve de oui, tout à fait. la dynamique du nœud, Mmh. pour stopper les complications dans la grossesse. Mmh. Donc Oui, donc il y a aussi, voilà, une autre couche qui vient se surajouter, c'est toute la les pratiques médico-magiques en lien un peu avec trop ces failli? nœuds. Mmh. Oui, bah, de toute façon, c'est aussi ça fait partie aussi de la pensée des Égyptiens. C'est une médecine magique, hein. C'est le ritualiste est quand même un prêtre, médecin, magicien. On utilise quand même aussi plein de produits qui avaient certainement des vertus, mais avec tout un rituel, des formules magiques, et cetera. Et la présence de nœuds dans les pratiques médico-magiques, spécifiquement autour justement de l'accouchement, de la préservation, de la grossesse, et cetera. On a des attestations d'utilisation de nœuds, donc ça peut être des nœuds symboliques. On vient nouer un nœud autour du ventre pour protéger jusqu'à, la délivrance, en fait. On protège la femme par un nœud, c'est-à-dire, garder le ventre fermé par un nœud et on enlève le nœud, ça dénoue, c'est l'accouchement. Ben, symboliquement, c'est ça. Mmh. Ça, on retrouve dans le folklore, universel. Enfin, on retrouve dans le monde entier des pratiques, encore aujourd'hui, je pense d'ailleurs, dans certaines cultures, autour du nœud. Et après, il y a l'utilisation aussi des nœuds à l'intérieur du corps de la femme, qui viennent stopper, dans la pensée des Égyptiens en tout cas, prévenir les fausses couches. Justement, en fait, toute cette idée autour enfin, toute cette dimension autour de l'accouchement, de la grossesse, de la gestation et cetera, moi, m'est apparue encore plus clairement quand tu as fait l'index, dans ton livre de toutes, les représentations du Isis Mmh. sur du mobilier qui était lié à l'allaitement. Oui. Donc, comment on peut dire est-ce qu'on peut imaginer que ce symbole, il pouvait être aussi comme une amulette, comme quelque chose, on venait convoquer alors dans le quotidien, est-ce que c'était une manière de sanctuariser aussi, l'espace de la maternité, l'espace de l'accouchement, pour comme délimiter ouais, je sais pas moi, Mmh. Oui, je un comprends. espace-temps? Oui, oui. Ouais, comment toi tu pourrais nous expliquer ça? Est-ce que c'était, utilisé, dans pour toutes les couches de la société dans la Mais il y a plusieurs questions aussi en une. Donc tu parles d'amulettes, donc il faut bien aussi séparer et en même temps ça reste relié. Ces signes sont des icônes, des représentations iconiques, donc on parle de symboles, on peut le dire de notre manière, donc représentés dans l'iconographie, mais ce sont aussi de vrais objets, donc des amulettes,
qui était porté au cou, du défunt au moment de la momification et vraisemblablement quand les signes du nodisme et du Piaget sont représentés aussi dans les tombes, sur les temples et cetera, ils sont aussi une représentation en tant qu'objet, amulette, prophylactique quoi, hein. Mmh. Donc il y a toujours quand même un lien en Égypte ancienne entre l'image et l'objet. Mmh. C'est rarement quand même complètement, déconnecté et en même temps l'image suit aussi une évolution, au-delà de l'objet. Mmh. Voilà. Donc il y a déjà ça, donc amulette, prophylactique et cetera bien sûr. On est que enfin c'est vrai qu'on peut pas tout aborder, mais quand on parle de documentation en Égypte ancienne, on n'est que dans le domaine, du sacré, du rituel, du symbolique et donc du performatif et du prophylactique. Tu peux définir prophylactique pour ceux qui Donc c'est, des objets, des images qui ont des vertus, magiques, hein. vont guérir, qui vont voir une Oui, donc vocation, ouais. protection, guérison, mais en fait, tout le système, hein, hiéroglyphique, tout le système architectural, toutes les images en Égypte ancienne sont performatives. C'est-à-dire qu'elles viennent, jouer un rôle, hein. C'est pas juste, Ils sont pas juste on n'édifie pas juste un monument comme ça, en fait, il a une représentation qui a une réalité effective pour les anciens Égyptiens. mmh. Le temple est un microcosme aussi, du monde divin, hein. Donc bah, tout est mis en résonance et ça, c'est une chose. Du coup, je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc Peut-être par rapport, tout dans ta question à la précédente. quotidianité. Oui et donc dans les aspects, du quotidien, effectivement, on a quasiment, en tout cas pour l'utilisation du nodis et du piégen, aucune attestation qui montrerait, effectivement un usage dans le quotidien. A priori, ce sont quand même des emblèmes divins, hem, qui appartiennent au monde de la religion et cetera. C'est possible, il est quand même possible que les Égyptiens, dans leur quotidien, utilisaient peut-être de telles amulettes, mais ça, on n'a pas d'attestation et donc après, tu parlais aussi des lits d'allaitement ornés de nodisis et cetera, qui sanctuarisent peut-être l'espace. Donc de toute façon, il y a toujours cette empreinte de, la divinité, féminine en arrière-plan, d'aspect prophylactique, effectivement et après je pense qu'il y a tout un background, plus complexe mythologique, a en lien avec la procréation, comme on en parlait tout à l'heure. Les scènes d'allaitement sont aussi, des scènes de, légitimation du pouvoir pharaonique. Oui, Voilà, le pharaon, une passation, est allaité par une divinité féminine et donc il y a une transmission qui se fait et je pense que le nudisme, il y a quand même, cette, portée donc de prototype féminin universel qui est un marqueur ici dans cette scène-là, par exemple et il y a aussi tout l'aspect en arrière-plan de la procréation et de l'embryogenèse divine qui, à mon avis, transparaît aussi derrière et du mythe osirien surtout parce que dans le mythe osirien, hem, en fait, c'est un mythe de légitimation aussi du pouvoir royal. En fait, le fils d'Osiris, c'est Horus, c'est le pharaon. Le pharaon est Horus sur terre. mmh. Donc il y a tout un aspect de légitimation aussi du pouvoir royal à travers, Isis et Osiris. Et justement, sur cette représentation qu'on peut retrouver dans ces sur ces objets-là, en tout cas sur, des objets très, j'allais dire pragmatiques, hein, qu'on va Mmh, utiliser, dans la vraie vie, qui n'ont pas uniquement une vocation à être, décoratifs. Si, je continue dans la lecture de ton mémoire, donc on est parti de ce mobilier d'allaitement, mais j'ai aussi, trouvé des occurrences sur des instruments de musique, notamment des oui, harpes tout à fait, oui. et du coup, ça m'intéressait d'avoir, peut-être ton ton éclairage sur, la présence, cette fois-ci, dans une dynamique qui serait plutôt, hem, j'allais dire vivante, actuelle, mise en mouvement. Bon, en plus, c'est dans la musique, il y a cette dynamique-là qu'on trouve un peu moins dans, les mobiliers d'allaitement. Donc voilà, quelle strate de sens on va venir explorer là, qui serait moins évidemment celle de la procréation, de l'impuissance. Oui et bien, c'est quand même quelque chose qu'on arrive à assez bien à cibler ici. D'abord, j'avais adoré ces représentations parce que je les trouve magnifiques. Donc c'est dans des registres d'offrandes, plutôt en contexte funéraire et donc on a des harpistes, qui, donc jouent de la harpe évidemment. Ils sont accroupis et il y a un petit nodizis qui est d'ailleurs hyper bien dessiné, enfin c'est magnifique quoi, en bas-relief, qui est, qui
qui est, mis entre, le sol et la harpe. Donc comme s'il soutenait en fait la harpe et donc j'ai un petit peu étudié, d'ailleurs j'ai rédigé un article, en 2024 là-dessus. Faut le trouver Oui, sur internet. on essaiera de C'est mettre la dans les notes. harponeutite, ça il commence comme ça du coup l'article et donc là, on arrive quand même assez bien à cerner, la symbolique parce qu'en fait, tout ce qui concerne la musique, la danse, les offrandes, le jeu d'arc et cetera, c'est des contextes qu'on peut qualifier de d'atoriques. C'est en lien avec, la déesse Hathor. Hathor qui est quand même la grande déesse, voilà, de la musique, des arts, de la sensualité, de la sexualité, de la féminité et cetera. Et donc dans ces scènes-là, il semblerait que le nudisme soit un rappel quand même de la dimension atorique de la scène et qu'il y ait cette, bah, comme tu dis, une mise en mouvement, c'est une jolie manière de le dire et une communion en fait aussi. Le harpiste qui joue de la harpe, quand on a le marqueur du nudisme du coup sous la harpe, ça viendrait invoquer même j'ai envie de dire, la divinité, en l'occurrence Hathor, voire Isis dans des contextes un peu plus osiriens qui est aussi rapproché du jeu de la harpe et que finalement elle a repris ça aussi, de la déesse Hathor et donc le ce signe du nudisme qui est placé sous la harpe viendrait quand même, peut-être, c'est mon interprétation en tout cas, hem, signifier que voilà, ce jeu de la harpe vient mettre en communion avec, la déesse Hathor ou Isis. Mmh. Oui, on a quand même encore une autre Une autre couche. oui, le sens. Ouais. Que j'aimerais, peut-être aussi encore filer, on a parlé de cette harpe. On a parlé aussi enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de la présence aussi du nudisme, dans les objets rituels. Donc ça, tu viens Ouais, de l'évoquer, qui va venir être activé par, bah, par par le le rituel. rituel, voilà. Ouais, Et c'est là aussi que selon moi, en tout cas, là où ça a été très, impactant visuellement quand j'ai lu ton mémoire, c'est de découvrir que le titre et le djed, ils apparaissaient très souvent côte à côte, notamment dans les décors, de cercueils. ouais, Donc là, on passe à encore une autre catégorie d'objets, oui, enfin d'objets, oui, dans le cas mmh, de mobilier. ouais, Heu et donc si on part du principe que ça enverrait un couple, masculin, ouais, bien, quasiment cosmogonique en fait, ouais. hein, Isis, Osiris, masculin, féminin. Est-ce que justement, on peut le comprendre comme une métaphore plus large, du renouvellement des générations, des cycles et cetera et de la cosmogonie en fait de Oui, ouais. oui, bien sûr, enfin, en tout cas, c'est ma théorie, que de toute façon, c'est toujours cette mise en résonance, hein, comme on disait, dans cette pensée analogique et où de toute façon, c'est vrai que le registre iconographique d'une manière générale, en contexte funéraire, parce que bon, il faut aussi séparer les contextes, mais en contexte funéraire, s'il y a une grande place justement, centrale, parce que c'est tout un attirail magique, donc mobilier funéraire, décor des tombes et amulettes, objets qui sont placés dans la tombe avec le défunt. Le but, c'est quand même, bah, d'apporter la renaissance au défunt et donc les représentations vont beaucoup dans ce sens. C'est tout un attirail mythologique et cetera autour du renouvellement des cycles. Le cycle solaire, le cycle lunaire, la réitération infinie de la première fois, c'est la septépie en égyptien ancien, c'est la cosmogonie, ça a toujours un rappel de la cosmogonie. On réitère le cycle de la création du monde pour exister, pour faire vivre les astres, pour faire vivre les cycles naturels, l'abondance, nilotique parce qu'en fait tout est beaucoup lié aussi, aux crues du Nil qui sont tous les ans, qui apportent, beaucoup d'abondance. C'est les représentations, bah, de végétaux, de tout ce registre végétal, les lotus et cetera. Beaucoup lié au féminin Mmh. aussi, tout le registre, végétal. Là, on peut renvoyer à l'épisode de podcast que j'ai fait avec Maison de Maison d'Infini Oui, sur la symbolique du oui, lotus. je l'avais écouté, très bien. Donc c'est tout un arsenal comme ça, iconographique, magique, autour du renouvellement et donc le Pinay Jed et le Isis sont très présents en contexte funéraire et en tant que pôle masculin féminin, participent en fait à tout ce système de pensée et on va retrouver une place très importante dans la pensée égyptienne aussi justement, tu disais au renouvellement des générations. Mmh. C'est très important. On rend souvent hommage,
à ses parents, à ses grands-parents. Les enfants sont très importants parce qu'ils viennent, bah, réitérer cette chaîne générationnelle. Mmh. C'est la descendance qui vient honorer le défunt en venant mettre des offrandes aussi et cetera. Et donc c'est tout ce lien, en fait, tout est mis en résonance. Les humains, la cour royale qui est représentation quand même du monde divin, le monde divin, les cycles naturels, tout est mis en résonance. Mmh. Et donc on parle de son grille funéraire là, donc de la présence et de la représentation de ces 2 symboles, dans des autres sur du mobilier, très, niche, j'allais dire Oui, très ciblé. il y a des niches aussi des fois dans les dans les tombes En plus, égyptiennes. J'ai fait tout un chapitre de ma thèse là-dessus. ah bah, voilà, très bien. C'était le mot parfait. Ouais. Et je lisais aussi que, il y avait, certains chapitres du livre des morts qui précisaient que l'amulette d'Isis, elle était donc souvent en jaspe rouge, et surtout, elle devait être placée au niveau du cou du défunt et j'ai trouvé ton explication très intéressante, en tout cas Mmh. tes recherches là-dessus. Pourquoi cette zone particulièrement? Pourquoi comme un collier finalement? Qu'est-ce que ça vient représenter symboliquement le cou dans un processus de résurrection? Alors bon, il y a un principe, physiologique, physique, qui paraît évident, hein, c'est que bon le rattachement de la tête au corps, est importante quand même pour la préservation du corps, déjà et parce que c'est une zone qui est quand même, à la zone du cou des cervicales là de la colonne, au niveau des vertèbres cervicales qui est quand même une zone, fragile. Mmh. Donc déjà, bon, il y a un aspect physique, qui est certainement, naturel, quoi, on va dire et bah, le visage, c'est les facultés vitales. Ouais. Donc déjà, on veut préserver une mine complète, parce que ça c'est très important, que le corps soit préservé pour les Égyptiens anciens et dans le rituel, il y a plein de rituels, notamment le rituel d'ouverture de la bouche et cetera, qui nous précisent, hein, que là, on vient, renouveler les facultés vitales du visage. Donc c'est quoi? C'est la vue, Mmh. l'odorat, la bouche pour manger, sentir, voir. Préserver le visage, rattacher la tête au corps, c'est très important dans la pensée égyptienne et donc il y a beaucoup d'amulettes quand même qui sont placées au cou du défunt et explicitement pour ça, Mmh. entre autres, mais quand même, c'est une zone qui est importante, oui. Et dans cette dynamique de résurrection, je pense qu'on ne peut pas ne pas, parler de la geste d'Osiris, en tout cas de son histoire, de son démembrement, puis de Oui. sa reconstitution. Mmh. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode mythologique est donc essentiel, hein, dans la compréhension de la pensée égyptienne, à Oui, cette époque-là. oui. Est-ce que tu pourrais l'expliquer rapidement et donc dans ce contexte-là, après voir quel rôle peut avoir le titre dans un rituel d'embaumement, par exemple? Mmh. Bah, donc dans la mythologie osirienne, Osiris est pourchassé par son frère Seth qui ne veut pas qu'il, reste au pouvoir et il doit être, enfermé dans un cercueil. Isis va le retrouver une première fois, donc Isis, c'est quand même la déesse, donc qui, bah, de la Renaissance, par excellence parce qu'en fait, l'épouse parfaite quoi, la mère parfaite qui vient donc qui va sauver son époux plusieurs fois. Donc une première fois, elle retrouve, donc le cercueil d'Osiris. Il y a une tradition qui dit qu'il est allé jusqu'aux côtes phéniciennes, elle le retrouve à Byblos et cetera. Elle le rapporte en Égypte, mais manque de peau, Seth, retrouve le cercueil avec, Osiris à l'intérieur, qui est déjà dans un état, entre la vie et la mort, hein, ni vraiment mort, ni vraiment vivant et je crois que je sais plus exactement dans le mythe, enfin Isis déjà parvient à le ranimer et cetera et puis finalement Seth, pour, complètement anéantir, son frère Osiris, va le couper en morceaux et va, jeter, des morceaux, du corps d'Osiris, un peu partout en Égypte. Donc il y a toute une tradition aussi, d'endroits en Égypte où on a, vouer un rituel à telle partie du corps d'Osiris, un endroit à telle partie du corps d'Osiris et cetera et en fait, bon, le corps d'Osiris est mis en résonance aussi avec le pays égyptien, donc réunifier Mmh. le corps d'Osiris, c'est Mmh. La aussi politique, bon. réunifier le pays, donc il y a tout un aspect politique derrière aussi. Donc ça, c'est encore autre chose, mais donc Isis, par sa magie, elle va quand même réussir elle va parcourir le pays égyptien, remembrer Osiris,
réunifier son corps et par le rituel et sa magie, sa grande c'est une elle est dite la grande de magie, Isis, hein, c'est la déesse, de la résurrection par excellence, quoi. Elle va donc, faire revivre son époux Osiris et à partir de ce corps, voilà, ni vivant ni mort, elle va, tirer la semence d'Osiris, donc on retrouve l'idée de la semence aussi encore dans le Mmh. mythe osirien et elle va s'auto-féconder en fait, hein, d'ailleurs elle se transforme Parthénogenèse oui, aussi? oui, c'est un peu le l'ancêtre de la PMA aussi. C'est clair. Ça me fait penser à ça et en fait, elle se transforme en Milan, hein, c'est une des représentations de la déesse Isis et des représentations magnifiques où il y a le Milan, Isis donc qui volette, comme ça au-dessus, de la momie d'Osiris et en fait, elle est en train de s'auto-féconder. Mmh. C'est beau quand même, l'image est belle. C'est marrant parce que moi, le Milan, je l'ai vu sur, la toute première fois. Évidemment, je savais pas, Mmh. j'avais pas lié cet épisode mythologique à cette représentation, mais tu sais, c'était le tatouage de Rihanna, Oui, sur c'est ce ouais, au c'est niveau de Isis, son c'est sternum Isis, et c'est Isis je en savais. Milan. Oui, oui, ouais, ouais. Et tu sais, C'est ma marque de bijoux aussi, c'est le même. J'ai repris. voilà, aller à l'atelier de Hem et donc pour en revenir à nos moutons, je sais plus ce que je disais, donc oui, elle s'auto-féconde et de cette, union qui n'en est pas une en fait, naît Horus mmh, et c'est de là qu'Osiris du coup, gagne le monde des morts et qu'il il devient, seigneur du monde des morts. Donc c'est le dieu de la résurrection, c'est le modèle de la résurrection. La momie, de n'importe quelle personne est un prototype osirien, en fait. La momie est Osiris, remembré et cetera. Donc le nœud d'Isis vient aussi effectivement jouer un rôle de collecteur par le truchement aussi du sang qu'il représente, un collecteur et un unificateur du corps pour préserver, la momie, en oui, fait. donc en fait, on a clairement un parallèle, Symboliquement, ouais. symboliquement, Mmh. on a un parallèle entre l'épisode mythologique et la Bien sûr. fonction du Ah Isis mais en fait tout métaphorique. c'est pour ça, c'est compliqué de l'exprimer quand même, cette partie-là, parce que souvent les gens dans on va dire, quand on fait de la vulgarisation scientifique quoi, le grand public, pardon, c'est un peu Fait péjoratif. couler son dent. Non, je sais pas ce que je veux dire, mais Non, mais je sais. hem, on pense que voilà, il y a une Mais c'est image, compliqué à et c'est tout. envisager, Mais en fait, il y a tout le temps un arrière-plan mythologique et la mythologie, elle est quand même donnée dans des textes. On a des textes, mais hyper compliqués. Je dirais, il y a des grands corpus funéraires, notamment les corpus funéraires royaux du Nouvel Empire. Il y a le livre des Portes, le livre de l'Amduat, et cetera. Mais quand on lit ça, c'est que des épisodes mythologiques. C'est à ce enfin, je veux dire, c'est incompréhensible pour notre pensée à bah, nous. bien sûr. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir des gens comme toi pour Oui, décrypter, parce que toi, tu as baigné dans ce système de oui, signes-là, où c'est tout ça. se répand, Oui, voilà. mais en tout cas, dites-vous toujours, voilà, derrière n'importe quel signe, image, surtout en contexte funéraire, mais aussi cultuel dans les temples, c'est toujours des épisodes mythologiques, en fait, qui sont racontés par l'image. Mmh, Donc nous, ça nous échappe, ouais. mais c'est pas on peut pas prendre un signe et l'interpréter n'importe comment, en fait. Il y a de la mythologie derrière et la mythologie osirienne, donc juste pour, rebondir sur tout ce que tu viens de dire, elle a supplanté énormément d'anciennes Mmh, mythologies, justement et il y a un aspect d'uniformisation bien de la sûr. religion chrétienne qui va perdurer jusqu'à la fin et d'ailleurs, la mythologie osirienne est une des rares de l'Égypte ancienne à avoir eu, une renommée, je veux dire et surtout une continuité jusqu'au Moyen Âge et à la Renaissance en Europe. Mmh, C'est passé par la Grèce antique, la Rome antique, il y avait des cultes, il y avait des temples isiaques, là aussi dans tout le sud de la France, en mmh. Italie, il y a eu une vraie, je trouve pas le mot, une, une externalisation en fait de la mythologie osirienne en dehors d'Égypte jusqu'au Moyen Âge. Un peu comme avec Cybèle aussi, Ouais, le temple à Cybèle aussi, qui est une divinité plus, oui, du côté turc. oui, oui, je connais, ouais. Mmh. Enfin, pour vous donner la portée, en fait, de cette uniformisation et qui a perduré, en fait, beau au-delà de l'Égypte pharaonique. Mmh. C'est très important pour qu'on Mmh. puisse porter un regard juste là-dessus, sur l'influence que ça a pu avoir. Ouais. Donc enfin, bon, déjà avec tout ça, j'ai la sensation qu'on a vraiment exploré beaucoup, beaucoup d'aspects Mmh. du symbole qu'est le Isis. Alors je vais finir par plusieurs questions, mais la dernière question relative à cette chose-là, à ce sujet d'aujourd'hui, ce serait une question plutôt pratique, plutôt, je veux dire, anecdotiquement, mais
Le livre des morts, il insiste sur le fait que, cette amulette, ce symbole, il doit être réalisé en jaspe rouge. Ah oui, ouais, Heu, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que justement cette couleur, elle renvoie directement au sang? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui vient, interférer dans la symbolique, duquel on n'aurait pas connaissance? Heu, Pas du tout. Quel est Mmh. le rôle du rouge, en fait, par exemple, Mmh. dans le monde égyptien? Bah, bon, le lien avec le sang paraît quand même évident. Heu, Après tout ce qu'on s'est dit. oui, enfin, en tout cas, oui, dans la formule 156, c'est vraiment rattaché au 110, donc ça paraît quand même logique le jaspe rouge. Après, il y a toute, une symbolique des couleurs en Égypte ancienne, hein. Les couleurs, sont choisies de manière, très aussi, avec du sens quoi, avec une portée de sens derrière. Après ça reste quand même de l'interprétation, mais ben, le sang renvoie quand même au vivant, à la vie, à la chaleur, Mmh. quelque chose de vivifiant. Les soleils, le disque solaire d'ailleurs sont souvent représentés dans cette couleur en Égypte ancienne, pas jaune orangé, c'est souvent voilà, des tons quand même un peu plus, des couleurs, plus marquées. Donc jaspe rouge, aspect vivifiant, oui je pense, ce qui ramène à la vie. Le bleu souvent est associé quand même à l'espace céleste, par exemple en contrepoint ou, au milieu nilotique. Le vert, c'est Mmh. beaucoup associé à la Renaissance, donc tout ce qui est associé aux végétaux et cetera. Hem, et donc pour finir, jaspe rouge, c'est ce qui est préconisé, donc on retrouve des amulettes en jaspe rouge, mais en réalité, les matériaux pouvaient être quand même assez variés, tout en restant dans la même gamme de couleurs. Ce qui est important, parfois, c'est plus la couleur que le matériel. Mmh. Donc on va retrouver de la faïence, glacurée, dans cette couleur-là, on va retrouver de la cornaline, et c'est ce qui est à peu près, c'est courant quand même que les matériaux soient, interchangeables pour beaucoup d'amulettes, Mmh. beaucoup de d'objets, quoi. C'est intéressant de lire dans Mmh. cet aspect-là. Donc la couleur est très importante. Mmh. Bon, écoute, déjà, un grand merci pour, ça fait déjà 1 heure Oui, qu'on parle de tout ça. ouais, Grand merci pour, toute ton expertise et mais merci tout à toi tout ton éclairage. pour ces questions. Maintenant, j'ai 3 questions qui Ouais, vont terminer notre plus entretien. personnel. Voilà, un peu plus personnelles. Déjà, en fait, celle qui va opérer la transition, c'est, ma question qui concerne, ta plus grande surprise ou ton plus grand point d'intérêt, en fait, dans tes recherches. Qu'est-ce qui a vraiment, été pour toi une découverte, qui t'a un peu mind Mmh. blown ou quelque chose Ouais, comme ouais. ça? Bah, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, hein, je crois que c'est vraiment cette théorie, des humeurs, hein, ça s'appelle comme ça aussi, c'est toute cette partie sur l'embryogenèse, la procréation, où vraiment j'ai eu une sorte de révélation, quoi, pendant mes recherches. Je me suis dit: «Mais comment on a pu passer à côté de ça?» Mmh. Donc c'est quand j'ai fait le rapprochement entre colonne vertébrale et sang et que j'ai lu, toute cette documentation et toutes ces analyses, même si c'était sur d'autres périodes, sur la procréation et l'embryogenèse, je me suis dit: «Mais on a complètement loupé, on est Mmh. complètement passé à côté de ça». J'ai Ouais. jamais vu de lien, chez les chercheurs antérieurs en tout cas, n'ont pas fait le lien avec le nodus et le pied de gène et pour moi là, ça a été, oui, comme une révélation et un avant-après. Je me suis dit: Tu «Bah, fais non, plus de ah ouais. voilà, en tout cas, toutes mes recherches vont être un peu orientées dans ce sens-là» et du coup, c'est ce que j'ai développé plus en thèse. Où là, du coup, j'ai développé quand même tout un gros chapitre de ma thèse sur, ce thème-là et le lien avec la mythologie osirienne, en fait. Ça permettait de vraiment donner de la matière, des textes, des concepts précis, sur l'utilisation, des amulettes du pilier et du nodizis au Nouvel An. Et tu me parlais aussi de liens que tu avais pas avec le Coran ou le Talmud Oui, où c'était aussi présent, oui, donc ça a oui. aussi Et pu c'est aussi une approche que j'aime bien, que les égyptologues ont un peu aussi parfois du mal, c'est quand même d'arriver aussi à faire parfois des liens avec d'autres cultures, hem, dans le sens où il peut y avoir quand même un fond commun, ancien ou bah, en tout cas cette approche un peu anthropologique et donc oui, j'ai retrouvé effectivement dans le Coran, on retrouve, cette, portée aussi là de lien entre la semence, les os, les mmh. chairs, le sang. Procréation donc côté masculin-féminin, qu'on retrouve dans le Talmud, qu'on retrouve, chez des peuples en Afrique, notamment Burkina Faso. C'est Françoise Héritier qui a travaillé dessus. J'ai fait de l'anthropologie un peu d'ailleurs avant ma thèse Mmh. et du coup, c'est quelque chose que j'essaye aussi un petit peu d'intégrer, par petites touches et récemment, j'ai trouvé aussi des traces de cette même pensée chez les Wolofs, du Sénégal. Mmh. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc un fond peut-être africain, ancien, je pense que si on creuse, On peut trouver, trouver, dans peut-être, beaucoup de cultures même. De l'Antiquité, voire avant, quoi.
Mmh. OK, merci pour ça. Alors mes 2 dernières questions sont un peu liées, mais quand Ouais. même je vais séparer. Du coup, aujourd'hui, tu animes les ateliers, tu fais des bijoux, tu écris pour, différents publics. Comment tu gères ce rapport à la vulgarisation? Comment tu peux expliquer des concepts complexes, à la croisée de plein de concepts, aussi fondamentaux que sont la cosmogonie, la mort, la procréation, Mmh. sans en perdre la profondeur symbolique? Oui. Comment tu fais ça? Ou Oui. comment tu transposes finalement ce que tu as. Bah, c'est dur, j'avoue. C'est quand même par exemple, vulgariser mon sujet de thèse, j'ai encore beaucoup de mal à le faire. Genre Mmh. là, même bon, c'est pas un exercice facile, même ce que je viens de faire là. Mais comme bon, tu as beaucoup lu et que tu as posé des questions quand même assez Peu précise finalement ou oui, on n'est pas resté quand même tellement dans la généralité. mmh, Donc finalement, ça va. fais ta levée. Mais quand il faut vraiment vulgariser, oui, j'ai l'impression de dire des choses très banales, qui ont été dites déjà 10 000 fois, qu'on Oui, peut oui. retrouver sur des sites internet, qui n'ont rien à voir avec l'égyptologie. Donc Mmh. sur mon sujet de thèse, par exemple, j'ai encore du mal. Par contre, oui, je fais beaucoup de vulgarisation, notamment, bah, je fais des ateliers hiéroglyphes pour les enfants où là, effectivement, j'intègre un peu des aspects aussi, mythologiques ou de la vie quotidienne des Égyptiens, mais c'est pas mon sujet de thèse. Mais je suis très contente de le faire aussi, de vulgariser autour de ça et après quand même, j'ai commencé, une série donc de contes mythologiques, donc j'ai écrit le premier tome qui est donc sur la cosmogonie égyptienne, où du coup je mets en œuvre en fait un dialogue entre un grand-père égyptien d'aujourd'hui et son petit-fils Mmh. et donc il lui, divulgue, des secrets qu'il a, du coup, le grand-père, qu'on lui a transmis de génération en génération et donc voilà, là j'essaye quand même sur des bases, scientifiques, Hem, de transmettre du coup au grand public, d'une manière un peu plus ludique et pédagogique, le mythe de la création du monde et l'idée c'est de continuer. Donc le prochain est écrit, mais je j'ai pas encore eu l'occasion de le Mmh. publier sur Isis Iris. Mmh. Bah, écoute, Voilà, ma à bon merci. entendeur. C'est ça, à bon entendeur. Tu nous as parlé aussi de faire un petit exercice, d'aller, taper sur internet, Nudizis pour, Oui, essayer de mettre en perspective justement tout oui, notre entretien d'aujourd'hui. mmh. Et ce qui peut en sortir. Oui, moi je me suis amusée à le faire quand même à l'époque puisque je connaissais rien à ce sujet et puis, ça m'intéressait aussi de voir comment ça pouvait être perçu, bah, dans d'autres milieux, dans le grand public, vision du grand public et cetera et donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc il y a une réutilisation qui peut être faite par exemple dans les bijoux et cetera, avec, des petites choses, heu, précisées par exemple sur, à quoi sert le symbole et tout et puis, des petites un peu plus, je sais pas comment on pourrait dire Obscur. ça, oui, enfin voilà, qui se réapproprient les symboles égyptiens. Donc souvent on retrouve quand même par exemple au Nodizis, bon le rapport avec le sang de la déesse et tout ce qui a trait, le côté magique. Au le prototype féminin quand même ça ressort donc on va avoir par exemple des interprétations, comme, les organes génitaux féminins, qu'on dit ressemblent aux organes génitaux féminins, ça je l'ai lu par exemple. Mmh. C'est pas inintéressant parce que on peut quand même, voilà, regarder le symbole et se dire: «Bon, à quoi ça nous fait penser?» Et pourquoi pas, j'ai Oui, envie de dire. mais là, Mais en vraiment, fait tu as là toute la perspective. voilà, ce que j'ai quand même envie de transmettre, c'est que chez les Égyptiens anciens, tout avait du sens, un sens précis, On peut pas basé les isoler. voilà, sur des mythes, des rites très complexes et tu l'as vu, bah, tu l'as Mmh. peu que tu as lu, avec une accumulation de signifiants, de signifiés, d'environnements, il faut recontextualiser toujours et de choses qui se superposent les unes les autres sans se contredire et donc ça fait toute la richesse et la complexité de ce genre de sujets qui, pour cette raison d'ailleurs, ont été très peu étudiés, et qui sont souvent effectivement un peu mal vulgarisés. Merci, parce que c'est à ça, Voilà. qu'on essaye de répondre ici aujourd'hui. Donc on vous enjoint à aller participer aux ateliers, qu'Elsa organise. D'ailleurs, où est-ce qu'on te retrouve et est-ce que tu as des actualités à partager avec nous aujourd'hui? Alors, donc, boutique en tout cas donc de créateurs avec les bijoux égyptiens dans le centre-ville de Montpellier, 26 rue du Saint-Sépulcre. De là, je peux vous parler aussi sur place de mes ateliers. Il y a des ateliers enfants, hiéroglyphes, hem, sur le site Funbooker. Donc on peut inscrire ses enfants via la plateforme Funbooker Mmh. et je reçois dans mon atelier du coup, 4 à 5 enfants pour faire des ateliers hiéroglyphes.
que je peux aussi enfin, je me déplace aussi, donc les médiathèques, plein de de structures où je peux venir faire et dans les actualités, là, à court terme, en tout cas, je normalement, si tout se passe bien, je publie ma thèse cette année Mmh. et donc l'idée, c'est aussi, même si ça fait 10 ans, c'est de relancer, bah, la communication autour de mon sujet. Donc il y aura des conférences prévues en 2027, on en reparlera peut-être Et ici. on te retrouve sur, Instagram? Quel, Donc Instagram, Isidora Bijoux Égypte, tout attaché mmh, et on mettra ça quand même. Merci encore merci Elsa, à toi merci, pour ta patience, oh non, ton intérêt. c'était avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Symbole.